Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce n'est pas moi que vous attendez, Caroline Fischer de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je suis juste là pour vous souhaiter la bienvenue à cette séance de la 10e édition des Idées mènent le monde, à laquelle pour une deuxième fois l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a l'honneur et le privilège d'être partenaire. Et c'est mon collègue Jean Ottard qui justement pose la question sur d'autres possibilités de vivre notre vie, lui qui enseigne la sociologie à notre université. Et je suis ravie parce que je pense que c'est pour la première fois en 10 ans qu'un jeune collègue qui est encore en train de rédiger son doctorat a le courage de venir parler ici dans cette salle. Donc je vous souhaite un excellent moment avec lui. Au revoir. Merci pour toutes les personnes, enfin Caroline et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui est de parler de vivre autrement, alternatives rurales et pratiques de subsistance. C'est une présentation que je vais baser sur le travail que je fais pour ma thèse de doctorat, donc, qui est toujours en cours, comme l'a dit Caroline. Et je vais peut-être commencer pour introduire le sujet et aller directement sur la première image. Donc les images, c'est des aquarelles que j'ai fait pendant mon travail d'enquête en ethnographie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'ethnographie, mais en sciences sociales, plutôt que de faire des entretiens ou de faire seulement passer un questionnaire ou ce type de méthode, on va pouvoir à certains moments faire des enquêtes en immersion où on passe du temps dans les lieux qu'on étudie, du temps sur le terrain. Et donc c'est de cette ethnographie que je vais vous parler aujourd'hui. Et pour introduire le sujet que je veux aborder, donc sur ces autres possibilités de vivre, je vais commencer par une anecdote qui a eu lieu pendant cette enquête que je faisais sur mon terrain. Et j'étais donc dans les Alpes, donc je vous présenterai plus tard l'enquête plus en détail. Et alors que je revenais finalement d'un séjour d'enquête que je venais de faire pendant une semaine dans une famille, j'ai écouté à la radio. Et à la radio, il y avait une émission qui parlait du sujet du moment, c'était en 2022, qui était l'inflation. C'était un moment d'inflation importante et des difficultés que connaissaient de nombreuses familles de présenter comme des exemples de classe moyenne laborieuse avec souvent 2 parents actifs qui travaillaient face à cette inflation. Et on entendait par exemple une famille à l'enquête qui expliquait devoir rogner sur les fournitures scolaires pour leurs enfants, devoir renoncer aux vacances, aux loisirs, à certaines sorties et restaurants. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je venais de séjourner donc avec des personnes qui pratiquaient une agriculture de subsistance, donc qui pratiquaient une agriculture pour se nourrir, et à côté quelques autres activités qui vivaient en habitat léger, et dont les revenus monétaires, donc mesurés en termes monétaires, étaient vraiment extrêmement faibles et sans commune mesure avec les revenus que pouvait avoir ce type de famille dont les 2 parents sont actifs. Donc pour donner des exemples, le lieu sur lequel je venais de séjourner à ce moment-là, c'était une famille qui avait quelques revenus agricoles extrêmement réduits, qui étaient complétés par le RSA activité. Donc je pense que vous avez une idée que si on a un complément de RSA activité, ça représente des revenus très faibles pour une famille de 4. Et plus tôt, donc dans un autre séjour, j'avais rencontré un maraîcher biologique qui vivait lui aussi en grande partie de sa propre production, tout en vendant des plants. Donc il vendait plus des plants de tomates, etc., plutôt que des fruits ou des légumes déjà produits, parce que c'était une région où il y a beaucoup de potagers.
Donc finalement, c'est assez rentable de vendre des plants dans une région où il y a beaucoup de potagers. Et ses revenus, le salaire qu'il se versait à ce moment-là où je séjournais avec lui, c'était 330 € par mois. Et lui, il refusait de recourir à des aides, à une dépendance envers l'État. Alors j'expliquerai ensuite comment c'est possible. Et malgré cela, les semaines que j'avais passées sur ce terrain, c'était souvent des semaines qui se faisaient dans une ambiance joyeuse, avec des hôtes qui, pour beaucoup de choses, par exemple, allaient acheter bio une partie de ce qu'ils ne produisaient pas eux-mêmes. Donc j'ai vu des gens qui vivaient avec le RSA et qui allaient dans une biocoop dans la vallée pour acheter les produits d'épicerie qu'ils ne pouvaient pas produire sur leur jardin. Et qui parfois pouvaient se permettre des vacances en hiver en dehors des saisons de culture, qui, dans leur quotidien, ne semblaient pas être dans un mode de vie de sobriété ascétique, mais pouvaient être festifs, être parfois assez prodigues, généreux avec d'autres personnes, donner des légumes, ou même si bien sûr ils et elles étaient obligés de faire preuve de tout un sens de la récupération, du recyclage, du bricolage, de la limitation des besoins, etc., qui s'inscrivaient dans ces modes de vie. Et ceci m'amène à penser donc, que la sobriété, donc, qui est un grand thème de notre époque, qui est quelque chose dont on nous dit que c'est extrêmement important face à toutes les contraintes écologiques qui se posent aujourd'hui à nos sociétés, peut ne pas tant passer par des contraintes ou des formes de discipline, comme cela va souvent apparaître, mais peut passer par toutes ces pratiques traditionnelles de bon sens et peut avoir un vécu subjectif tout à fait différent de ce que l'on peut parfois craindre. Et notamment, ça me mettait face à ce contraste un peu flagrant entre la souffrance sociale que peut infliger une réduction assez faible liée à l'inflation du pouvoir d'achat, de 5 à 10%, que je ne veux pas du tout minorer, et le fait que dans d'autres contextes, avec d'autres structurations et d'autres organisations collectives, des réductions beaucoup plus fortes des revenus de personnes qui changent de mode de vie totalement peuvent être acceptées et même choisies, et comme on le verra, choisies souvent de façon joyeuse. Et cela allait aussi de ma part avec une certaine méfiance finalement contre certaines injonctions à la frugalité ou à la sobriété qui pouvaient rappeler finalement quelque chose de très ancien. Un historien, Sylvain Piron, rappelle par exemple comment Margaret Thatcher pouvait insister dans tous ses discours sur les valeurs de frugalité, ou en remontant plus loin, on peut penser aux pages de Benjamin Franklin, qui est vu comme le modèle du premier entrepreneur capitaliste, qui va décrire à quel point il a fait vœu de tempérance, d'ordre, de propreté, et de pratiquer la frugalité en toutes choses. Je pense que vous connaissez Benjamin Franklin au moins pour la citation « Time is money ». Et du coup, dans quelle mesure finalement les injonctions actuelles dans la sobriété sont une rupture avec tout ceci, ou dans quelle mesure il ne faut pas penser les choses différemment. Et avant d'être accusé à tort, je ne veux bien sûr pas dire que les formes de pauvreté qui peuvent exister dans nos sociétés seraient à minorer. Les difficultés économiques liées aux hausses des coûts de l'énergie, à l'inflation, pour beaucoup de familles populaires ont été extrêmement difficiles. Et je ne veux pas du tout minorer ça, mais rappeler que la pauvreté, en sociologie, et je peux citer l'autorité d'un sociologue comme Serge Pogam, par exemple, sur ces sujets, la pauvreté est toujours un rapport social. C'est pas une donnée objective, c'est un certain rapport social entre une personne et son époque, entre une personne et la société dans son ensemble, et ça relève plus de formes de dépendance, de disqualification, plus que de ce qui serait un niveau de vie objectif. Alors, avant de vous présenter un peu plus mon enquête, je voulais donner quelques mots, pour commencer, d'un espèce d'historique, pour montrer que ces modes de vie donc alternatifs dont je vais vous parler ensuite, que l'on a souvent tendance à considérer comme étant récents, donc des phénomènes comme ceux des bifurcations, des ingénieurs déserteurs et déserteuses, comme on a pu le voir il y a quelques années avec AgroParisTech, et même tous les phénomènes dont il peut être question de néo-ruralité, sont souvent vus comme des phénomènes assez récents, qui auraient émergé éventuellement dans les années 60-70, dans le sillage de mai 68. Et je voudrais commencer par montrer que finalement, c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus anciens, et me fonder sur peut-être deux généalogies. Une première qui est une généalogie politique. Et pour en parler, je vais m'inspirer des travaux d'un anthropologue américain qui est devenu très connu, qui s'appelle James Scott, qui a travaillé au départ
en Asie du Sud-Est, qui est un spécialiste de ces régions d'Asie du Sud-Est, en Birmanie, au Cambodge, etc., qui sont des hauts plateaux de montagne d'Asie du Sud-Est, et qui s'est intéressé à toutes les pratiques de résistance paysanne et de mode de vie paysan dans cette Asie du Sud-Est, en montrant que sur le long terme de l'histoire, depuis finalement l'Antiquité et dès le début de la construction des grands empires en Asie du Sud-Est, que ce soit en Chine, l'empire chinois sur les marges de cette zone, ou que ce soit ensuite des empires birmans, des empires d'Angkor, etc. Dès le début, ces moments d'urbanisation et de construction étatique se sont accompagnés de tout un tas de franges de refus, de tout un ensemble de personnes qui fuyaient ces centres, qui fuyaient par exemple l'imposition et le travail trop difficile dans ces zones de cœur des empires. Et donc c'est quelque chose qui va montrer de façon très argumentée. Et toutes ces personnes allaient rechercher des modes de vie plus libres, moins contrôlés, aussi des formes de vie économiques différentes dans ces régions marginales, souvent d'ailleurs de montagne. James Scott parle de friction de terrain pour qualifier ce rôle des montagnes, permettant finalement d'avoir des modes de vie qui échappent un peu à certains contrôles et qui donnent plus d'autonomie. Une des choses sur lesquelles il va s'appuyer pour montrer cela, c'est le rôle finalement, l'ensemble des efforts qu'ont fait les États, les premiers États, pour empêcher que les personnes désertent, empêcher que ces personnes bifurquent à cette époque-là déjà, et notamment toute une réinterprétation proposée par des archéologues comme Owen Lattimore, qui tendrait à montrer que beaucoup des murs, des murailles et des institutions répressives de l'Antiquité n'étaient pas tant dirigées pour empêcher des invasions extérieures. Donc la muraille de Chine, les fortifications du limès romain qui allaient de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Est, au Balkan, et certains murs, notamment les murs anti-amorites en Mésopotamie, ont à certains moments et sur certaines périodes autant joué un rôle de protection vis-à-vis des barbares extérieurs qu'un rôle finalement de contrôle pour empêcher le départ des populations qui cherchaient à fuir l'impôt. Toute la fin de l'histoire romaine, c'est l'histoire de comment des citoyens qui sont devenus, depuis l'édit de Caracalla, des citoyens romains partout dans l'Empire, vont avoir leur statut qui va se dégrader progressivement jusqu'à aboutir à des formes de colonna qui vont aller vers le servage, en étant fixés au sol notamment pour les empêcher de fuir l'imposition et de partir rejoindre les barbares. Donc ça, c'est ce que va montrer Scott. Et donc vous me direz que je suis sans doute très loin dans pour l'instant toujours du monde actuel, même si c'est des choses qu'on peut retrouver. Le mur de Berlin, par exemple, servait plus à empêcher le départ que à protéger Berlin-Est. Je pense que tout le monde le sait. À côté de cette généalogie politique de la défection, je voulais proposer une autre généalogie historique de très long terme, qui plutôt inscrite cette fois-ci dans une tradition chrétienne, liée au christianisme et même auparavant judéo-chrétienne, qui va beaucoup ressembler, et souvent même sur des détails, avec les phénomènes que l'on a pu voir au XXe siècle, au point que, par exemple, dans leur ouvrage qu'ils consacrent à la question, les sociologues Bertrand Hervieux et Daniel Hervieux-Léger vont intituler leur livre « Des communautés pour les temps difficiles, néo-ruraux ou nouveaux moines », en parlant des années 70. Donc tout un ensemble de points communs, une pensée eschatologique, le fait de craindre la fin du monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'effondrement, mais il y avait d'autres formes de fin du monde, notamment religieuses, qui pouvaient être craintes par le passé. Le rejet qui allait avec de la société mondaine, qui était jugée comme étant corrompue, pernicieuse, ne permettant pas une vie bonne, et aussi souvent un rejet de certaines formes d'inégalité, qui allait passer par le choix de la vie rurale, le choix d'une vie communautaire, avec des repas pris en commun, avec une insistance sur la pureté, et même des traits beaucoup plus anecdotiques que l'on va retrouver dans l'histoire sur le long terme, comme par exemple des vêtements amples, souvent en coton récemment, ou autrefois dans des textiles moins luxueux, et le végétarisme. Donc ces traits se retrouvent peu ou prou dans des courants récurrents dans l'histoire du christianisme et de l'Occident. On pourrait aller des juifs esséniens vers le monachisme primitif dans l'Antiquité, en passant par les ordres mendiants du Moyen-Âge, par les cathares et albigeois qui se revendiquaient comme purs, devenaient végétariens et partis vivre dans les montagnes, jusqu'aux joachimites, hussites d'Europe de l'Est,
ou plus tard en Angleterre, des mouvements comme ceux des Lollards. Bon, je fais un peu l'énumération, je suis désolé. Lollard, c'est un mouvement religieux qui va jouer un rôle, enfin déboucher plus tard au moment de la Révolution anglaise, au XVIe siècle, sur ce qu'on appelle les niveleurs, qui était vraiment le courant un peu égalitaire, presque communiste, de la Révolution britannique. Donc tous ces traits qui se retrouvent montrent que finalement le rejet de la ville et le choix d'une vie simple n'a pas émergé au XXe siècle, mais bien évidemment, donc vous me direz que je suis toujours assez loin de mon sujet, je vais quand même donner quelques mots sur l'histoire de ces phénomènes-là depuis le début de la révolution industrielle et de l'urbanisation extrêmement rapide qu'a connue l'Europe depuis 2 siècles. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais il y a eu d'abord tout un ensemble de communautés rurales utopiques qui vont émerger dès les 18e, 19e siècles, comme les phalanstères, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de ces phalanstères, mais aussi par exemple Pierre Leroux, qui est fondateur du socialisme, qui a inventé le mot socialisme, avait créé un circulus, qui était une espèce de communauté agricole qui devait être circulaire. Donc l'idée d'un bouclage, d'une économie entièrement circulaire. Et ça, c'était au milieu du 19e siècle. Donc, à côté de ça, il va y avoir aussi, durant le 19e siècle, et alors même avant, excusez-moi, même avant, au 18e, Mirabeau, le père du révolutionnaire, ou l'oncle, j'ai un petit doute, mais du révolutionnaire Mirabeau, celui qu'on appelait l'ami des hommes, va écrire dans un livre qu'il faudrait totalement transformer Paris, qui est en train de devenir une métropole congestionnée, beaucoup trop grande, faire partir un tiers des Parisiens à la campagne et lutter contre les embouteillages liés aux voitures, qui étaient des voitures à chevaux. Et c'est une époque où la ville de Paris doit faire 200 ou 300 000 habitants. Donc on a des discours finalement qui sont récurrents sur le long terme. Donc pour revenir au 19e siècle, il va y avoir les premières communautés qui ressemblent aux communautés des hippies ou au mode de vie alternatif actuel, émergent à la fin du 19e siècle dans le courant socialiste, avec par exemple le mouvement anarchiste naturien, qui est un mouvement assez anecdotique, mais qui va créer à un moment donné une communauté néo-rurale, et tout un ensemble de groupes qui vont créer dans le courant anarchiste des milieux libres. Donc, par exemple, le milieu libre de Vaud en 1903, et l'historien de l'anarchisme Jean Métron recense une dizaine d'expériences de ces colonies agricoles, rurales, anarchistes, qui vont exister avant la guerre de 14. Dans un second temps, après cette guerre de 14, il va y avoir des lieux emblématiques qui vont durer donc avant et après la guerre de 14. Le plus connu étant Monte Verita, qui était en Suisse italophone, près d'Escone, où des hommes et des femmes se sont rencontrés pour créer un lieu anarchiste dans lequel vont passer des personnalités historiques comme l'écrivain Hermann Hesse, et qui ont déjà beaucoup des ingrédients des communautés ultérieures, végétarisme, naturisme, rapport aux médecines nouvelles, vie en collectivité, et qui finalement ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a bien évidemment des différences. Quelques autres exemples encore, cette fois-ci plutôt au cours du XXe siècle. L'écrivain provençal Jean Giono décide en 1935 de réunir près de Manosque un certain nombre de camarades, selon ses mots, attirés par un projet d'établissement de la joie qu'il avait décrit dans son livre « Que ma joie demeure ». Et c'est la communauté du Contadour qui va elle aussi durer quelques années, puis l'expérience sera interrompue bien évidemment par la Seconde Guerre mondiale. Ailleurs, le poète franco-italien Lanza del Vasto, inspiré par des voyages en Inde et notamment par sa rencontre de Gandhi, va créer en 1948 l'Ordre des Gandhiens de l'Occident, plus connu sous le nom de Communauté de l'Arche, qui existe encore aujourd'hui sur plusieurs sites, et implanter donc une dizaine de communautés, dont il reste encore 5 aujourd'hui, dont la plus connue est celle de la Borineuve, près de Lodève, qui est fondée en 1963, et dans laquelle les membres de la communauté vont vivre une vie austère et laborieuse, avec une aspiration à la fois religieuse, à la fois chrétienne et orientale, jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, donc, ce que vous attendez sans doute est le moment le plus connu, je finirai mon exercice là-dessus, mon historique là-dessus, c'est ce qui va se produire dans le siège de mai 68, où bien évidemment le mouvement hippie va donner lieu à une multiplication de ces communautés rurales qui
tente de créer des modes de vie différents. Alors, dans un premier temps, après mai 68, cela va se faire de façon très politique dans des communautés qui espèrent que la France est dans un moment pré-révolutionnaire et qu'il faut donc déjà commencer finalement à s'organiser pour ce que deviendra la société une fois que la révolution communiste, ou je ne sais pas exactement selon les courants, aura eu lieu. Alors bien évidemment, assez vite, ces utopistes se sont rendus compte que la société n'allait pas les suivre si vite et que et souvent aussi se sont rendus compte qu'ils allaient connaître des difficultés beaucoup plus grandes que ce qu'ils avaient anticipé. En s'attendant à ce que la nature soit généreuse et à pouvoir vivre presque sans travailler, les choses se sont placées de façon beaucoup moins facile que ce qui était prévu, ce qui fait que ces premières communautés, dans les années 70, si elles sont très nombreuses, donc Roger Paul Droit en 1972 évalue leur nombre à 300 à 500 communautés en France, rassemblant entre 5 000 et 10 000 personnes l'hiver et 30 000 à 50 000 l'été, ce qui est déjà un phénomène assez massif. Malgré cela, ces communautés vont souvent avoir, immédiatement après 68, des taux d'échec très élevés, évalués à plus de 90%, vont disparaître très rapidement. Malgré cela, ce mouvement néo-rural va se recomposer au fil du temps. Daniel Hervieux-Léger et Bertrand Hervieux parlent d'un déplacement de l'utopie qui va l'amener à s'intégrer dans les sociétés rurales de façon beaucoup plus profonde que ce qui était visé par les premières communautés, par se mettre au travail, par se mettre à avoir des activités économiques beaucoup plus fonctionnelles, tout en gardant des aspirations à un changement de la société et au fait de faire advenir des formes de vie qui seraient à la fois plus écologistes et plus égalitaires, mais aussi plus heureuses en réaction avec ce qui était vécu comme une forme d'aliénation à la fois au travail et dans la société de consommation. Donc je vais maintenant vous décrire... Alors, pardon, j'avais oublié, j'avais une image ici sur... à gauche, on voit Monte Verita. Donc on voit déjà finalement quelque chose qui, tout en étant au début du XXe siècle, peut faire beaucoup penser jusqu'aux cheveux longs à ce que l'on associerait à des périodes plus tardives. Aussi ici une revue du début de 1922 qui s'intitule Le néo-naturien et qui valorise cette idée d'un retour vers une vie naturelle, pour montrer toujours que les choses sont plus anciennes que ce qu'on le pense souvent. Et je vais maintenant en venir donc, à vous présenter un peu plus ce que moi j'ai pu rencontrer dans la France contemporaine, et vous présenter rapidement mon enquête ethnographique. Bon là, très vite, je vous ai situé les différents lieux sur lesquels je me suis rendu. Donc je suis désolé, c'est dans le sud-est, parce que c'est là où j'étais au départ pour mes études. Mais je pense que les mêmes choses pourraient s'observer dans la région. Ici, je vous ai mis donc, quelques données sur les lieux que j'ai visités. Donc c'est des lieux qui sont très diversifiés. Jusqu'ici, je ne les ai pas plus spécifiés que ça, mais ça allait être certains lieux très anciens. Donc je vous ai mis 3 lieux qui allaient avoir 30 ans et plus. Donc certains s'étaient installés dans les années 70 et étaient toujours là. D'autres lieux sont beaucoup plus récents. De même, dans les activités, j'ai pu voir aussi bien des éleveurs, des maraîchers, des paysans boulangers, que des lieux pratiquant une agriculture vivrière peu commercialisée. Et enfin, les lieux allaient être parfois des collectifs, mais qui sont aujourd'hui minoritaires. Donc j'ai vu 7 collectifs. Et beaucoup finalement de lieux sont des familles qui s'installent en agriculture biologique à petite échelle, en couple ou parfois des personnes qui s'installent seules, ou bien même qui décident simplement de s'acheter un tout petit terrain de quelques milliers de mètres carrés et d'installer un habitat léger dessus et d'essayer de vivre d'un potager et de la débrouille sur ces petits terrains. Toujours pour situer un peu quantitativement la population rencontrée, cette fois-ci, j'ai rencontré aussi bien des hommes que des femmes, même s'il y avait légèrement plus d'hommes. Un tout petit nombre d'enfants d'agriculteurs, donc j'en ai vu 5 parmi mes enquêtés, sur une cinquantaine, un peu moins, enfin une quarantaine, cinquantaine de personnes. Je crois que c'est 45 si je fais la somme sur ce graphique-là. Donc 5 enfants d'agriculteurs, dont 3 qui finalement s'étaient déplacés, qui étaient partis de là où étaient leurs parents et qui s'étaient installés ailleurs, dont un dans un collectif. 8 autres personnes qui étaient d'origine locale, c'est-à-dire originaires du village, ou qui avaient toujours vécu dans les alentours immédiats du lieu où ils vivaient aujourd'hui. Donc, ce qui montre que ces modes de vie alternatifs sont loin d'être aujourd'hui réservés à des néo-ruraux qui viendraient des villes. 31 néanmoins qui ont une origine extérieure, donc urbaine ou rurale, souvent des petites villes, plutôt dans la région, mais parfois à l'autre bout de la France. J'ai vu une famille de Parisiens qui étaient venus s'installer dans le sud-est. Et
3 personnes d'origine étrangère. Origine étrangère, c'était une américaine, une allemande, enfin c'était... alors la troisième, j'ai oublié. C'est pas non plus des populations migrantes qui vont immédiatement s'installer dans ce type de mode de vie. Et sur la profession intérieure, là aussi, par rapport à l'image que l'on peut avoir souvent dans les médias, du fait que ces phénomènes ne concernent que des cadres ou que des personnes à très forts capitaux culturels ou économiques, finalement c'était beaucoup plus diversifié. J'ai vu quelques cadres et personnes venant des professions intellectuelles supérieures. Au moins une personne avait fait un doctorat. Et en même temps, j'ai aussi vu beaucoup. Donc je pense que ces personnes-là sont très représentées dans les médias pour les mêmes raisons que ces personnes sont très représentées en général dans la société et dans les médias. C'est-à-dire qu'on va plus souvent donner la parole aux personnes qui vont écrire sur leur expérience, qui vont tenir des blogs, qui vont avoir toute une activité et tout un capital culturel qui leur permet de se faire voir et d'être connus. Mais à côté de cela, j'ai pu rencontrer donc un gros noyau. Là j'ai mis 13 personnes, mais c'était sans doute c'était la majorité des personnes qui avaient une autre profession auparavant, qui étaient plutôt des employés ou des petits cadres de secteurs social, culturel, associatif, qui avaient toujours finalement connu des formes de précarité dans leur travail salarié. Et enfin, un petit nombre aussi de personnes plutôt issues de classes populaires, donc maçons, ouvriers mécaniques, employés non qualifiés, secrétariat, qui à un moment donné choisissent, par colère finalement contre leur activité antérieure, de partir. Et malgré tout, une douzaine de personnes qui ont immédiatement commencé à vivre de cette façon-là, soit parce que c'était des descendants de néo-ruraux antérieurs, des époques antérieures, soit parce que c'était des personnes qui avaient fait un diplôme agricole, y compris par exemple, j'ai pu rencontrer une ingénieure agronome qui, à la fin de ses études, décide de s'installer en agriculture biologique, ce qui n'est pas forcément le destin auquel prépare des études d'agronomie, mais ce qui en même temps ne peut pas être qualifié de reconversion, ne serait-ce que parce que le diplôme d'ingénieur agronome donne la capacité agricole, c'est-à-dire est reconnu comme un diplôme qui permet de s'installer directement en agriculture. Alors je vais vous parler maintenant d'un des lieux, donc un exemple d'un des lieux que j'ai pu visiter, pas forcément représentatif, mais qui pourra vous donner une idée peut-être de la texture de ces modes de vie. C'était un lieu qui était extrêmement isolé, donc en montagne, on peut le voir ici. Donc c'est un plan que j'ai fait quand j'étais sur le terrain. Je crois que j'ai un pointeur, voilà, j'ai un pointeur ici. Le lieu était, donc ici on voit le pont endommagé. Le lieu était à une quarantaine de minutes de route du village le plus proche. Village qui était desservi par le train et par où il y avait quelques commerces. Mais imaginez-vous un village comme dans la région, je ne sais pas, la Reims ou quelque chose, donc de petite ville, mais pas non plus un lieu où on peut trouver tout ce qui pourrait être recherché. Et déjà, c'était à 40 minutes de voiture par une piste en terre. À pied, ça mettait à peu près 2h30, donc pour vous dire qu'on n'allait pas très vite en voiture quand on faisait ce trajet. Et donc ces personnes vivaient de façon très isolée. Ici, on voit donc des potagers, des terrasses de culture, un poulailler, avec une centaine de poules qui leur permettaient de vendre des œufs sur les marchés. Ces personnes allaient aussi vendre des légumes, vivre pour une part dans des maisons en dur, donc une maison ici et une maison là, qui allait être louée. Donc la maison allait être louée en été en Airbnb pour avoir un revenu complémentaire. Pendant ce temps, les personnes qui y habitaient normalement allaient dormir dans des camions aménagés ou des caravanes pour laisser finalement la place à ces personnes qui apportent un revenu extérieur et qui apportent la monnaie dont on a malgré tout besoin pour l'essence ou pour beaucoup de choses, pour les impôts et pour toutes les choses que l'on ne peut pas produire sur place. Mais c'est un lieu qui allait chercher à avoir la plus grande autonomie possible. L'eau était captée dans le ruisseau en amont, au-dessus. Ce qui a pu d'ailleurs, en arrivant de la ville et en ayant eu une socialisation à des petits gestes écologiques en ville, me causer certains étonnements. Par exemple, je suis arrivé face à un robinet qui était en permanent ouvert avec de l'eau qui coulait. Et dans une cuisine, c'est assez étonnant pour moi de voir un robinet ouvert, j'ai tout de suite envie de le fermer. Et là, ils me disent non, il ne faut surtout pas le fermer parce que si on ferme le robinet, ça risque de geler au-dessus dans les tuyauteries. Et donc, il faut le laisser ouvert tout le temps. Et en fait, étant donné que c'était un captage dans le ruisseau, lorsque j'y réfléchissais un peu, l'eau du ruisseau coule. Donc de toute façon, que l'eau coule en passant à travers ce robinet et en repartant dans le ruisseau plus bas, ou que l'eau coule dans le ruisseau et ne soit pas captée, ça revient au même. Ça ne change rien. Mais malgré tout, c'était quelque chose qui était assez surprenant pour moi de voir ce robinet ouvert en permanence. Pour dire que des fois, le type de comportement de sobriété écologiste qu'on peut trouver dans ces lieux-là ne sont pas du tout ceux auxquels on s'attendrait
avec cette idée, toutes ces injonctions à fermer le robinet en se brossant les dents, auxquelles on pourrait être habitué en milieu urbain. Et c'est un lieu où, par ailleurs, il y allait avoir, donc, c'est des personnes qui allaient avoir un cochon élevé, qui allaient tuer un cochon et faire des bocaux. Donc j'ai pu manger du boudin en bocal, plutôt que du bouquin en boyau, parce que c'était plus facile de le faire en bocal, ou tout un tas de choses qui allaient être produites immédiatement sur place. Pour situer aussi ce lieu de façon un peu plus dans son histoire, c'est assez intéressant sur les dynamiques de collectif. Donc ce lieu est un lieu collectif qui, dans un premier temps, va être acheté par un groupe de jeunes qui se sont rencontrés en Australie, donc très loin, et qui achètent un SCI avec 52 personnes qui possèdent des parts, dont une douzaine vit sur place. Et ça, c'est quelque chose qui très vite va échouer. Donc pendant quelques années, ils vont vivre sur place, mais très vite, ils ne vont être plus que 6. Puis au bout d'un moment, plus qu'une seule personne qui va se retrouver à habiter seule sur le lieu, et en un petit nombre d'années, et qui va faire la transmission, qui va réussir en mobilisant de l'argent de toute sa famille de racheter ce lieu, et qui ensuite va essayer petit à petit de faire venir de nouvelles personnes de façon plus sérieuse, ce qui fait qu'au moment où je suis venu, donc sur ces 7 hectares que représente ce lieu, il y avait, selon les moments, vu que j'ai rendu 3 visites lors de mon enquête, entre 3 et 4 personnes qui vivaient sur place. En permanence, 3 et 4 personnes qui vivaient sur place en permanence, et plus un enfant, pardon, j'ai tendance à l'oublier, et un certain nombre de visiteurs qui étaient souvent de passage. Donc souvent dans la pratique, on était plutôt 7 ou 8 à table. Je peux vous montrer ici, donc ça c'est la cuisine de ce lieu. Donc vous pouvez voir quelques éléments aussi que je trouve intéressants, et notamment l'omniprésence d'un bric-à-brac, de bocaux, tout un tas d'éléments liés à ces pratiques alimentaires, à ces pratiques où on va faire nous-mêmes nos bocaux, où on va faire nous-mêmes tout un tas de choses. La carte hygiène accrochée au mur des alentours, et bon, la guitare, enfin des choses comme ça, et aussi le côté extrêmement bricolé. L'enduit a été fait par les habitants eux-mêmes. On voit ici que les plaques sont des plaques de camping. Toute l'installation électrique a été aussi faite par les habitants eux-mêmes. Donc cette partie-là était une partie qui n'était pas habitable lorsque le lieu a été acheté. Donc toutes ces choses-là vont bien sûr permettre de réduire très fortement les besoins d'argent, vu que tout ce qui va être fait directement sur place va permettre d'agrandir les lieux, va permettre de vivre de façon de plus en plus confortable, en ayant des besoins monétaires très faibles. Bon, je pourrais détailler longuement, mais souvent les matériaux de BTP qui vont être utilisés sont eux aussi achetés d'occasion, voire récupérés après un chantier dans les environs, et vont permettre, par plein de modalités, d'essayer de diminuer les besoins. Alors, je vais peut-être en arriver sur... Bon, là, je vous ai mis une image aussi de potager, et donc de toute petite échelle cette fois-ci, et je vais en arriver à certaines tensions qui vont exister dans ces lieux. Alors là, je ne parle pas forcément de tensions interpersonnelles, mais plutôt de tensions lorsqu'on analyse, de principes qui se contredisent du point de vue sociologique. Une première tension va être un rapport entre ce qu'on pourrait appeler marchandisation et autoproduction, c'est-à-dire entre ce que l'on produit pour le vendre, la production agricole que l'on fait pour être vendue, et la production agricole que l'on va faire pour soi. Et en fait, c'est deux logiques qui, au fond, sont tout à fait opposées, parce que produire pour soi-même, ça conduit à essayer de diversifier le plus possible notre production, d'essayer de produire la plus grande diversité de produits, éventuellement d'aller jusqu'à la production de textiles, d'aller jusqu'à du bois de chauffage, d'aller dans plein de domaines qui permettent de répondre à la plus grande variété de besoins, alors que la logique de la production pour vendre, de la production marchande, va plutôt conduire à essayer de se spécialiser pour avoir des gains de productivité, des rendements d'échelle qui augmentent, même à toute petite échelle. Bien évidemment, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une centaine de poules, ce qui est très peu, néanmoins, mais qui représente un nombre élevé de poules, que d'en avoir 30. Parce qu'entre 100 poules et 30 poules, c'est à peu près le même travail pour les nourrir, pour récupérer les œufs, pour les vendre. Et bien évidemment, quand on en a 100, ça me rapporte des revenus plus importants. Donc la production marchande va conduire à essayer de se spécialiser, alors que la logique d'autoproduction va conduire plutôt à essayer de diversifier au maximum. Et cela va conduire à un certain nombre d'anecdotes qui sont un peu amusantes. Donc on peut voir à la fois des
des personnes qui autoproduisent, qui vont manger que des pommes de terre et des oignons à certaines saisons parce que les nouveaux légumes ne sont pas encore arrivés et il ne reste plus rien d'autre. Donc des moments assez difficiles. Mais de notre côté, des personnes qui vont avoir une activité professionnelle de maraîchage, qui vont avoir tellement de travail en été pendant les périodes de récolte, qu'à ces moments-là, on va manger des pâtes à tous les repas parce qu'on n'a pas le temps de faire la cuisine, on n'a pas le temps de cuisiner ses légumes. Donc c'est un peu l'idée du cordonnier plus mal chaussé, mais c'est quelque chose que j'ai aussi pu observer. Parfois aussi, il va y avoir des déconvenus, c'est-à-dire que certains se sont rendus compte que, par exemple, faire des rillettes de poules, ça demandait énormément de travail, parce qu'il faut préparer chaque poule individuellement, et en plus, ça coûte assez cher de stériliser les boîtes avec du gaz, si on utilise des bouteilles de gaz, ce qui fait que finalement, la boîte de rillettes revient relativement cher, et c'est pas si bon que ça, parce que c'est des vieilles poules qui sont mortes, et on a passé beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc certaines choses vont être tentées, puis les personnes vont y renoncer. Donc ce genre de choses vont aussi exister. Et inversement, j'ai aussi pu voir des personnes qui, par exemple, produisaient certains légumes pour eux-mêmes, tout en vendant d'autres. Donc un maraîcher qui allait produire des haricots multicolores. C'était une variété très amusante. Et qui me disait, mais c'est tellement de travail pour pas grand-chose que j'en fais quelques-uns pour les enfants, mais à aucun moment je ne pourrais les vendre parce que les clients n'auraient pas les moyens. Il faudrait que je les vende à des prix au kilo tout à fait disproportionnés. Mais inversement, le même type de raisonnement pouvait conduire à ce que des paysans boulangers, par exemple, puissent finir par n'avoir que du pain rassis parce que tout ce qui pouvait être vendu devait être vendu et ça représentait un revenu économique. Et nous, on avait uniquement les restes. Donc parfois, lorsque c'était les fonds de cuve de vin, c'était pas forcément désagréable, mais à certains moments, c'était néanmoins ne garder que ce qui ne pouvait pas être commercialisé. Par exemple, des légumes pas beaux, des légumes tordus, etc. Donc il allait y avoir toutes ces logiques-là qui allaient se retrouver dans l'alimentation. Et bon, je vous mets toujours des images, mais il n'y a pas forcément un lien direct avec ce que je suis en train de dire. Ici, on voit une cuisine en plein air, donc pour essayer de contextualiser cette alimentation. Toujours donc mes aquarelles sur le terrain. Et pour finir, un dernier point de tension que je voulais évoquer, que je trouve intéressant parce que lui aussi va quelque part aller à l'encontre de certaines idées qu'on va avoir a priori sur les choix écologistes et sur les personnes qui vont rentrer dans des modes de vie écologistes. C'est autour de la consommation de viande. On va souvent associer, notamment en ville, l'écologie au végétarisme. Et à ce sujet-là, j'ai été face à un certain paradoxe. C'est-à-dire que beaucoup des personnes que j'ai rencontrées, qui avaient une vision plus ou moins fantasmée de la paysannerie du passé et qui cherchaient à retrouver ces modes de vie-là, qui souvent aussi pouvaient être proches de milieux d'éleveurs. C'est pas pour rien si pendant longtemps, une personne qui fait un choix de vie alternatif, le cliché le plus fréquemment utilisé, c'était de dire il va partir élever des chèvres en Ardèche, partir élever des chèvres quelque part. Ce qui fait que ces personnes ont souvent un rapport assez étroit avec l'élevage et pouvaient se définir en tant que ruraux comme étant des personnes qui mangent de la viande et qui souvent vont tuer eux-mêmes les animaux qu'ils vont ensuite consommer. J'ai une anecdote à ce sujet où donc un dimanche, on était allé au marché avec des personnes avec qui je vivais pendant mon enquête pour vendre un peu leur production, mais en fait surtout parce que le marché du dimanche, c'est aussi un moment de sociabilité dans ces vallées. C'est un moment de rencontre, c'est un moment où on apprend les choses qu'il faut savoir sur les uns et sur les autres. Et ce qui fait qu'au lieu d'aller, par exemple, une personne aurait pu aller seule sur le marché pour vendre, mais on y allait à 5 ou 6 parce que tout le monde voulait être là à ce moment. Et c'est aussi un moment, alors que dans la semaine, forcément, si on habite plus ou moins isolé, et même dans le milieu rural en général, on va rarement sortir manger au restaurant ou aller manger à l'extérieur, surtout avec des moyens économiques limités. C'est un moment où les personnes avec qui je vivais à ce moment-là, c'était acheter des sandwichs avec des saucisses et acheter une bière et avait ce moment un peu festif le midi après le marché. Et une amie, une personne que connaissait celles et ceux chez qui je vivais, a fait une remarque à une des personnes en lui disant « Mais là, tu sais ce que tu manges, c'est du cadavre d'animal en parlant de la saucisse. Donc c'est quelque chose que peuvent dire souvent des militants véganes ou végétariens. Et là, la personne que je connaissais lui a répondu « Mais oui, je sais très bien. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a tel ami qui m'a embauché parce que c'était
j'ai un trou sur le mot, les agnelages pour les chèvres, je ne retrouve plus je ne sais pas quel mot je dois utiliser. Chevautage, voilà, les chevrotages, exactement. J'avais un trou sur ce mot. Et j'en ai tué, on a égorgé 100 chevreaux dans l'après-midi, donc je sais très bien que je suis en train de manger un cadavre, avec ce côté presque provocateur. Et là-dessus, je trouve ça assez intéressant, parce que cette revendication de la mise à mort et de ce rapport-là à la viande, parce que dans le même temps, ces personnes, quand je regardais les menus de leur semaine, vu que je vivais avec eux, allaient en manger assez peu. C'est des personnes qui allaient sur une semaine, éventuellement un jour sortir des saucisses congelées du cochon qu'on avait tué au printemps dernier, éventuellement à un moment donné ouvrir un pot de pâté qui avait été fait aussi au printemps dernier, mais avoir une alimentation qui était souvent assez peu carnée, avec beaucoup de légumes, beaucoup de pommes de terre, notamment parce que si on n'achète rien à l'extérieur ou le moins possible, on ne va pas aller au supermarché pour acheter du poulet ou acheter des steaks tous les jours, et ça va être assez saisonnier et assez limité. Même un cochon pour une dizaine de personnes, si on en donne aux amis, ça représente finalement pas non plus des quantités énormes sur une année. Et pourtant, donc cette quantité d'alimentation carnée qui en ville aurait pu être presque dite comme flexitarienne, ça allait être ici vu comme très important dans la façon dont ces personnes allaient s'autodéfinir. Et je trouve que ces différentes tensions sont intéressantes pour voir que les logiques qui vont se déployer dans ces modes de vie-là ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend. Alors je dois me rapprocher de la fin de ma présentation. Pour revenir à la question que je posais au départ de la sobriété, c'est des modes de vie qui souvent représentent assez peu de consommation, assez peu d'achat de produits. Ces personnes vont tenir des discours eux aussi qui vont insister sur ces changements-là. Donc je peux vous faire une brève citation, mais une personne a pu me dire, en opposition avec son parcours antérieur de salariat, moi quand j'étais ouvrier, ils étaient contents, quand j'avais augmenté d'un échelon dans l'industrie, ils étaient contents. Ça interpelle, ça dérange, mais finalement, avec les années, il y en a, je les revois et ils disent que ça a l'air génial, ça avance votre truc, c'est pas utopique. Et il y en a qui sont envieux parce qu'on a une belle vie. Mais voilà, ils ne sont pas prêts à faire le pas, parce que leur sécurité d'emploi, leurs grands écrans, les besoins vitaux, c'est boire, manger et dormir. Finalement, on se rend compte de tout ce qui est superflu. On a trouvé plein de manières différentes d'obtenir ce dont on avait besoin, et aussi qu'on pouvait se remplir d'autres choses que d'achats. On va de plus en plus vers une société individualiste, qui va sur des besoins qu'elle se crée, qui ne rendent pas heureux, et nous, à travers ce projet, c'est aussi contre ça. Voilà, c'était pour vous citer aussi un peu, faire entendre quand même le discours de ces personnes dont je vous parle depuis tout à l'heure, et montrer qu'il y a à la fois donc, cette revendication-là de sortir de la consommation, et que cela va donner effectivement des modes de vie avec peu d'argent, avec peu d'achats, malgré quelques points faibles, notamment souvent un usage de la voiture dont on a du mal à se débarrasser, même lorsqu'on essaye parfois d'utiliser le vélo, même lorsqu'on essaye de faire sans, on va être obligé à certains moments d'utiliser la voiture, ne serait-ce aussi que du fait de contraintes qui sont des contraintes institutionnelles, qui sont liées à la structuration de la société. Et par exemple, j'ai vu des personnes qui, pour aller chez le dentiste, devaient faire 1h30 de voiture. Et c'est lié aux déserts médicaux, c'est lié à beaucoup de choses. C'est pas forcément inhérent à ces choix de vie. C'est-à-dire que l'usage de la voiture n'est pas inhérent à ce choix de vie, mais va être lié aussi à tout ce type de facteurs qui sont liés à des choix politiques, qui sont liés à des évolutions de la société. Pour conclure, je voudrais donc dire qu'en arrière-plan de ce travail, ce que j'ai essayé de montrer par ces brefs exemples, et j'ai dû un peu élaguer mon texte, donc j'espère que ce sera néanmoins relativement clair, vous pourrez poser des questions. Il y a aujourd'hui une opposition entre finalement deux visions assez antagonistes de l'écologie. Une vision qu'on pourrait qualifier éventuellement d'éco-moderniste ou de développement durable, qui, même en portant une critique assez forte de notre société, y compris parfois de la croissance économique et de ses dérives, va conserver une croyance dans l'efficacité, dans l'organisation, dans la technique, et va finalement prôner des solutions qui passent par des solutions techniques d'ingénierie low-tech, par exemple, des solutions qui vont aussi passer par un surcroît d'administration, par de la planification, par des contrôles exercés sur les modes de vie. Et face à cela, il y a une autre tradition dans l'écologie politique
qui va se définir beaucoup plus comme une écologie donc réellement politique et aussi une écologie sociale, qui va revendiquer souvent une inspiration relativement libertaire et qui va aussi pouvoir s'ancrer dans des courants comme ceux de la perspective de la subsistance, qui est un courant féministe allemand qui a été développé dans les années 60-70 sur ce rapport aux modes de vie ruraux et à ces pratiques de sobriété et de subsistance. Et ce deuxième courant va finalement chercher autre chose qu'un contrôle croissant des existences, mais va considérer que, en pourvoyant nous-mêmes nos propres besoins, on va finalement s'auto-limiter. Si l'on cherche à tout faire par soi-même de façon très localisée, on ne va pas pouvoir entrer dans des dérives lointaines, on ne va pas pouvoir dépendre d'exploitations minières ou pétrolières qui se trouvent à l'autre bout du monde et sur lesquelles on n'a ni prise, ni finalement aperçu ou connaissance. Et que ce type-là de changement ne passe pas par un surcroît de contrôle, mais va passer par des modes de vie qui peuvent être vécus positivement et qui localement sont parfois aussi en porte-à-faux avec toutes ces nouvelles règles qui vont souvent émerger, et je dois conclure là-dessus, peut-être en disant que ces personnes, malgré tout, estiment avoir une belle vie et s'opposent à l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative au mode de vie actuel, de façon beaucoup plus facile finalement que si on essayait de changer dans nos quotidiens en levant élément après élément. Je vais conclure là-dessus.